Une question qui nous revient souvent, c'est de la part d'utilisateurs, de la part d'entreprises, c'est est-ce que vraiment le SPOMI tient suffisamment compte des usagers dans son travail? Alors je vous jure qu'on essaye. Mais ce n'est pas toujours facile de l'expliquer parce qu'on a des missions qui sont parfois très techniques, complexes, et qu'il faut pouvoir les mener à bien en tenant compte des utilisateurs et de tous les autres impératifs. Mais pour éclairer un peu cette question, on s'est dit que ce serait bien de passer la parole une fois à des spécialistes, des techniciens de l'administration pour vous dire comment eux voient l'intégration des utilisateurs et des usagers que vous êtes dans leur travail. Et pour ça, on a décidé de réunir quelques collègues de l'administration que je vais appeler sur scène dans un panel. Alors, je ne vais pas les appeler dans l'ordre qui apparaît là, honneur aux dames. Donc, Anne-Pascale Pierman, qui est chef de projet maintenance GMAO à la direction de l'appui à la maintenance et à l'exploitation des voies hydrauliques. Si tu veux bien venir prendre place. Catherine Swartenbroek, qui est spécialiste en hydraulique fluviale et à la direction des recherches hydrauliques. Merci Catherine. Christophe Blaireau, qui est directeur à l'exploitation des voies navigables. Et Dominique Simon, inspecteur au département des voies hydrauliques de Namur et de Charleroi. On devait avoir aussi parmi nous Roy Duchesne, qui s'occupe d'un projet très intéressant justement sur le service aux usagers, mais qui malheureusement a un problème de santé et n'a pas pu nous rejoindre. Et donc on va explorer ce sujet-là avec nos 4 orateurs et une animatrice, qui est Marie Michotte, qui nous vient du secrétariat général et qui nous fait le plaisir de bien vouloir animer ce débat. Je vais vous laisser la discussion et vous aurez peut-être besoin de ceci pour avancer. Donc pour avancer les présentations, je vous le laisse là. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Michotte, je travaille au département de la communication comme on l'a précisé et j'ai le grand plaisir d'animer ce matin ce panel d'experts sur le sujet donc du service aux usagers et sur leur développement surtout. Je vais tout de suite donc vous proposer de vous présenter un petit peu plus en détail que ce qu'on vient de faire maintenant. Comme ça, vous savez un peu plus qui ils sont. En ce qui me concerne, moi je suis la seule qui n'ait absolument rien à voir avec le transport fluvial et j'agis aujourd'hui comme animatrice et donc certainement pas comme experte comme vous l'êtes. Je vous prie ainsi d'avance d'excuser mon niveau très débutant sur le sujet et je me réjouis avec vous et avec notre belle audience de ce matin d'en apprendre davantage. Christophe, vous pouvez commencer à vous présenter. Donc, bonjour à tout le monde. Christophe Blaireau, directeur de l'exploitation des voies navigables au service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure. Pour faire très résumé, donc c'est la gestion du trafic fluvial à partir du centre Pérex au travers des écluses téléconduites, mais également la permanence des voies hydrauliques dont je vous parlerai tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. Anne-Pascale. Bonjour à tous, donc Anne-Pascale Pierman, moi je travaille à la direction d'appui à la maintenance et à l'exploitation des voies navigables. Donc on est une direction transversale qui avons plusieurs missions. D'une part, on traite des marchés de maintenance qui vont être communs à toutes les directions et à tous les ouvrages. On s'occupe de tout ce qui est déploiement d'équipements pour permettre la téléconduite et la télégestion des ouvrages. Et en parallèle à ces deux actions, on a un gros travail de gestion de la donnée et de la gestion de la maintenance via un outil d'appui à la maintenance via la GMAO. Catherine. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je suis Catherine Swartenbroek de la direction des recherches hydrauliques. Alors, certains nous appellent le labo de Châtelet, voilà, comme ça c'est dit. Donc, parce qu'on est effectivement basé à Châtelet, mais on est bien une entité régionale. Et on est un peu le bureau d'études en charge finalement de toutes les questions d'écoulement, écoulement sur la voie d'eau, écoulement autour des ouvrages, et aussi les questions de transport de sédiments sur ces cours d'eau. Et enfin, Dominique. Oui, donc bonjour à tous, Dominique Simon. Donc, moi, je suis inspecteur général du département des voies hydrauliques de Charleroi-Namur. Alors, inspecteur général, c'est une drôle de dénomination, hein. Donc, par rapport à une gestion d'infrastructure, on peut appeler ça un gestionnaire territorial. Donc, on est à 2 maintenant pour gérer l'ensemble du territoire.
Donc mon autre collègue, c'est Thibaut Mouzelard. Lui, il va gérer plutôt la partie de Liège, les barrages et la zone du Tournésis. Et moi, je m'occupais de la région de Namur, Charleroi et Mons. Alors, dans nos responsabilités, on a la gestion au quotidien des ouvrages, de leur site, de leur exploitation quand les ouvrages ne sont pas télécommandés, d'assurer les programmes d'investissement sur ces ouvrages et la maintenance, soit en propre, soit au travers de marchés d'entretien que l'on gère nous-mêmes ou auxquels on fait appel, comme Anne-Pascale l'a expliqué, donc des marchés qui sont gérés. Donc on travaille beaucoup en collaboration avec les autres, donc on n'a pas dans le panel de représentants du département des expertises. C'est un département qui est très important parce que c'est en son sein que beaucoup d'études se font qui peuvent en fait ensuite être déployées dans les territoires. Voilà. Bien, merci à tous les quatre pour votre présentation, mais surtout pour votre présence ce matin. On va séparer ce panel en 3 parties. La première va porter sur l'identification des actions à mener sur les infrastructures. On va aborder principalement l'entretien, la fiabilisation du réseau, mais aussi la place des usagers dans cette politique et les impacts qu'elle génère pour eux. Comment est-ce qu'on décide d'un chantier ? Quels sont les différents types de chantiers et de quelle manière sont-ils planifiés puis exécutés? Je vous propose de commencer par le schéma stratégique d'investissement et de gestion des voies hydrauliques. Catherine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette stratégie se préoccupe des usagers dans la politique d'entretien et d'investissement? Voilà. Alors pour répondre à la question, il faut savoir ce qu'est le schéma stratégique. Donc c'est la vision, la stratégie interne à l'administration, au SPOMI, pour la gestion du réseau des voies hydrauliques. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie globale et à long terme. Donc quand je parle de long terme, c'est au moins à l'horizon 30 ans, voire un peu plus. Et quand je dis global, c'est dans l'idée d'avoir une approche systémique de notre réseau, donc de tenir compte de l'ensemble des usages, des fonctions de la voie d'eau. Et bien sûr, l'intérêt d'avoir une vision stratégique, c'est de faire après des choix pertinents, que ce soit en termes de gestion, de processus, mais aussi d'investissement. Alors, en quoi est-ce que l'usager est au cœur de cette réflexion? Eh bien, simplement parce que tous les objectifs stratégiques ont été définis en termes d'offres de services aux usagers. Et à ces objectifs, en général assez ambitieux de long terme, sont associés aussi des indicateurs pour finalement pouvoir évaluer si on atteint ou pas ces objectifs et où est-ce qu'on les atteint, où est-ce qu'on ne les atteint pas. Et donc vraiment, voilà, tout ça est formulé plutôt en termes d'offres de services aux usagers ou aux citoyens. Bien sûr, ils sont nombreux, donc on a dû aussi prioriser ces objectifs. Et là, à nouveau, ce qu'on a mis en avant, c'est les questions de sécurité, que ce soit des biens, des personnes ou de l'environnement. Et puis viennent tous les objectifs liés à un souci de maintien de la qualité de service offerte aux usagers. Voilà. Donc ça vient avant les questions d'amélioration, de modernisation. Et donc, on peut encore quand même revenir au slide précédent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été construit par l'administration, ce document, et pour l'administration, mais il est prévu dès le départ d'avoir un document évolutif, et donc d'avoir des révisions à peu près tous les 5 ans de ce document. Et dans la prochaine version, on espère pouvoir intégrer encore davantage des usagers dans le cadre de consultations pour produire la mise à jour du document. Donc c'est là aussi qu'on espère toujours s'améliorer et mieux prendre en compte les besoins de chacun et être sûr qu'on est cohérent par rapport aux attentes des usagers. Et donc après, effectivement, on peut illustrer l'amplitude de ce document dans les thèmes abordés. Bien sûr, on y parle de transport fluvial, avec cette volonté d'aller vers un transfert modal, et donc de favoriser le transport de marchandises par la voie d'eau. Mais on va par exemple aussi parler de gestion des eaux, ce qui est tout à fait crucial pour pouvoir assurer les besoins en eau, notamment pour la navigation, en sachant qu'on est dans un contexte où les extrêmes météorologiques vont augmenter, donc dans la perspective du changement climatique. On va aussi parler de l'asset management, donc dans l'idée d'avoir forcément des infrastructures en bon état structurel pour pouvoir assurer les services que l'on souhaite assurer. Voilà. Donc voilà, c'est assez global, ça montre la multitude, la complexité de nos missions. Et puis je vais donner juste 2 exemples concrets, par exemple pour le transport fluvial, c'est le slide suivant. On souhaite par exemple offrir un réseau de voies navigables de gabarit homogène
intégrés dans le réseau européen. Donc quand on parle de gabarit, on parle bien sûr de hauteur libre, de tirant d'eau, de largeur, mais aussi de possibilités de virement. Et à cet objectif très global, on a associé différents indicateurs, dont celui des ouvrages de franchissement. Et donc vous avez à l'écran en rouge les zones où on n'a pas encore atteint la valeur seuil par rapport à notre perspective de 2050. Et donc c'est comme ça que vous avez par exemple le canal du centre qui est encore en rouge, mais avec les travaux de la nouvelle écluse d'Aubourg, d'ici quelques années, dans pas très longtemps, on pourra passer au vert sur ce secteur. Voilà. Donc on a cette vision globale pour le territoire. Un autre exemple, on peut passer, mais donc, de manière générale, on essaie petit à petit de s'améliorer à chaque version des schémas stratégiques. Mais un autre exemple, c'est aussi de disposer d'un inventaire vraiment pour tous nos composants de nos ouvrages hydrauliques et du linéaire, et de connaître leur état structurel et fonctionnel. Et donc, une analyse, vraiment un gros travail d'inventaire est en cours et en voie d'être finalisé cette année pour vraiment connaître notre réseau dans tous ses détails. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de réflexions qui sont issues du schéma stratégique. Merci Catherine pour cet état des lieux au niveau de la stratégie. Mais concrètement, Dominique, est-ce que vous pouvez aborder pour nous les chantiers qui débutent cette année et qui vont avoir un impact sur les usagers? Oui, tout à fait. Mais peut-être avant de... Donc, c'est pas ce slide-là, mais... Donc, avant d'aborder ce sujet-là, il faut être conscient en fait de la longueur des cycles d'investissement et du fait que les chantiers que vous allez voir, et dont on a déjà présenté tout à l'heure, ils s'inscrivent dans des programmations plutôt à long terme et des objectifs notamment de transformation. On vient d'en parler avec le schéma stratégique. Et donc il y a une grande inertie, finalement un système entre le moment où on décide de planifier des choses, de les étudier, d'obtenir des permis et de lancer un marché. Donc on a jusqu'à présent énormément investi dans des travaux de modernisation, d'augmentation de gabarit. Donc on a parlé tout à l'heure du programme Sanesco. Clairement, il y a eu des investissements colossaux qui ont été faits sur la traversée de Tournai, sur des nouveaux barrages, sur l'élargissement de la Lys. Donc on est là dans une continuité de travaux qu'il faut continuer pour délivrer le résultat attendu. On a consacré toutes nos ressources, non seulement budgétaires, mais aussi humaines, et on a constaté finalement que certains éléments du réseau avaient quelque peu été délaissés, et donc des parties de réseau qui étaient assez vieillottes, construites dans les années 50, 60, 70, et donc c'est elles qui font l'objet de plaintes de fiabilité de la part du secteur, et vous avez bien raison, parce qu'on partage évidemment les mêmes constats. Le gouvernement est évidemment sous la tutelle du ministre, pas la tutelle, mais l'impulsion du ministre, a obtenu de nouveaux moyens pour la voie d'eau. Et donc ces moyens sont conséquents, c'est 312 millions d'euros. 312 millions d'euros, c'est un chiffre qui est un chiffre absolu, mais qui est à comparer avec notre capacité d'investissement annuelle, qui est de 22 millions. Donc si vous faites le calcul, ça fait d'un coup 14 années d'investissement qui sont disponibles pour la voie d'eau. Et donc ce montant, il va être affecté d'une part à la prolongation des chantiers qui sont en cours ou des projets qui sont en cours, mais aussi de donner une inflexion par rapport aux besoins de rénover les ouvrages existants et leur donner de la robustesse. Et donc c'est avec tous ces préalables, finalement, que je peux maintenant vous présenter la liste des projets, mais ce n'est pas le slide qui était attendu. Oui, voilà, en fait, il y a une animation, c'est ça. Et donc les dossiers qui sont attendus cette année, c'est la construction d'une station multicarburant à PEC. Donc c'est des multicarburants verts. C'est aussi la construction d'un nouveau quai, l'extension d'une dalle, des voiries d'accès, donc un chantier qui est très important. On en a parlé tantôt, le renforcement d'un quai 3R à Angy, qui est manifestement fort attendu par le secteur. Donc ça arrive tout prochainement. Et enfin, dans la continuité, la poursuite des élargissements nécessaires au canal Nimy-Blaton, avec le lancement de la dernière phase qui est autour de Saint-Guilain. Donc ça, c'est vraiment des choses attendues de manière imminente. Ensuite, on aura d'autres grands projets. Donc réhabilitation de l'écluse d'Ytre. Là, on est vraiment dans un projet de pure rénovation. Donc on n'augmente pas le gabarit, on donne juste de la fiabilité à l'ouvrage. Réhabilitation des écluses d'Andenne et de Grand Malade, idem. Donc on est sur les gabarits existants
mais l'ouvrage est vieillissant. Et donc ceux qui ont connu l'interruption à l'été dernier, ils l'ont vécu de près. Donc on veut vraiment éviter que ça se reproduise et faire toutes les interventions nécessaires. Une réhabilitation de l'écluse Montsaint, donc là c'est vraiment toutes les installations électriques et les automatismes. Donc on est aussi dans des travaux de fiabilisation. Alors Ronquière, on en a parlé, donc c'est la poursuite de ce chantier colossal. Et enfin, un projet qui est différent et qui intéresse beaucoup le secteur, c'est l'adaptation d'un bassin de virement à Auvelais. Et donc là, c'est des travaux qui visent en fait à mettre l'ensemble du linéaire à gabarit pour permettre aux bateaux de 110 mètres de naviguer en toute sécurité. Et donc là derrière, il y a aussi un objectif de robustesse, parce que qui dit sécurité évite des accidents et donc augmente la disponibilité de l'infrastructure. Et à travers tous ces chantiers, quelle amélioration structurelle vise-t-on? Alors donc le plan d'investissement a été découpé en 5 axes pour justement donner ces éléments de fiabilisation. Le premier, ce sont les infrastructures, et donc c'est l'ensemble des éléments, donc y compris les berges, y compris les stations de pompage. Sans station de pompage, il n'y a évidemment pas de maintien des niveaux de bief et donc pas de navigation. Donc les écluses, des portes, des quais portuaires. Donc quais portuaires, ça me fait penser que j'ai oublié de dire que par rapport au plan d'infrastructure voies hydrauliques, le secteur a été consulté en amont de sa sortie par Monsieur le ministre. Et donc les éléments souhaités ont pour la plupart pu être intégrés au plan d'investissement. Donc le fameux quai dont on vient de parler rentre dans cette logique-là. Deuxième élément, et qui est spécifique, c'est la poursuite des travaux sur le plan incliné de Ronquière. Donc on est là dans une logique d'investissement, mais qui nécessite énormément de moyens. Donc vous avez vu tout à l'heure une photo. On a 2 voies de 1,4 km qui doivent être refaites, avec le changement des rails, le changement des galets, enfin des bétons, donc des montants vraiment colossaux. Et le fait que ce soit si colossal nécessitait d'avoir un axe propre dans ce plan d'infrastructure voies hydrauliques. Des éléments aussi sur la régulation des eaux et les barrages. Donc certains barrages sont vieillissants, donc il y a un objectif de gestion des crues et de maîtrise des écoulements, mais il y a aussi un objet de maintenir les niveaux navigables et donc d'assurer la navigation. Enfin, des projets qui visent des éléments de fiabilisation comme des éléments préalables, voire indispensables à la télécommande. Donc nous voyons la télécommande comme un élément de souplesse et de gestion pour favoriser le trafic. Donc avoir des heures de navigation plus importantes, s'affranchir de problèmes de capacité de personnel qui limitent pour le moment l'exploitation. Donc la télécommande est un projet qui nourrit les objectifs et l'ambition qu'on se donne, mais par contre, il y a vraiment des éléments de fiabilisation préalables nécessaires. Donc on rentre dans ce 4e axe. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les conditions de navigation. Là où on a augmenté les gabarits sans que les sections des cours d'eau n'aient été vraiment adaptées jusqu'à ce jour. Donc là, on a des zones de croisement, de nouveaux quais, des bassins de virement qui sont là pour apporter une sécurité à la navigation. Alors, dernier élément, et on en a parlé tout à l'heure et c'est peut-être un peu long, on vise aussi la robustesse par une meilleure gestion des assets, comme Catherine vient de le présenter. Donc en pratique, l'ensemble des ouvrages a été inspecté et on attend de cette inspection 2 choses. D'abord, c'est de détecter le plus rapidement possible des anomalies en vue d'agir et donc d'empêcher des indisponibilités. Et deuxièmement, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui doit être fait pour consacrer les moyens de la manière la plus efficiente possible. Donc ça veut dire qu'à terme, on espère de ce programme d'inspection un meilleur résultat de l'ensemble de nos infrastructures. Voilà. Merci. Pour fiabiliser les ouvrages, il semble que l'entretien planifié soit essentiel. Anne-Pascale, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment celui-ci est organisé? Oui, donc actuellement, au niveau de la maintenance des ouvrages, on va travailler sur 4 axes. Donc il y a une partie qui est réalisée en interne, avec des équipes du SPOE qui vont réaliser des plans de maintenance préventive, qui ont été définis en partenariat avec les fournisseurs des équipements, et puis sur base de l'expérience des agents. Ces plans de maintenance ont été réévalués et vraiment redéfinis au niveau des maintenances critiques à avoir pour essayer de maximiser la fiabilité des ouvrages, puisqu'on travaille dans un milieu quand même relativement contraint. Et donc pour pouvoir faire cette maintenance interne, il faut évidemment un accès aux équipements et aux moyens matériels qui n'est pas toujours aisé. Et donc certaines équipes
qui sont en sous-effectif sont quand même complétés par des renforts de sous-traitants dans certaines régions ou pour certains ouvrages très spécifiques. D'autre part, on va avoir de la sous-traitance récurrente. Alors, elle peut être soit stratégique parce que c'est quelque chose, ça c'est des métiers pour lesquels on est un peu loin de notre métier de gestionnaire de la voie d'eau, donc par exemple pour tout ce qui est entretien des espaces verts ou entretien de la HVAC par exemple. On va aussi avoir de la sous-traitance récurrente sur certaines techniques, puisque les ouvrages se sont globalement complexifiés au cours des dernières années, et donc on ne parvient pas à avoir le personnel adéquat ou à maintenir du personnel adéquat en interne. Et donc ce sont des techniques comme les automatismes, tout ce qui est lié à la caméra et à la télésurveillance et à la télégestion qui vont être sous-traités de manière pérenne au sein du SPOE. À côté de ça, on a des gros marchés d'entretien extraordinaire, que ce soit au niveau électromécanique et au niveau génie civil, qui vont plutôt réaliser une maintenance plutôt corrective, curative, et donc qui vont permettre aussi d'avoir accès à des moyens matériels très spécifiques et très lourds, comme des grues, et réaliser de la maintenance plus corrective, qui ont des impacts déjà plus importants sur la navigation, puisque souvent ça nécessite une mise à sec, ou en tout cas des interruptions de navigation. Et on a, depuis quelques années, développé des marchés sur des thématiques, comme par exemple le marché inspection câble, qui vont être des marchés plus sujets à commande, où on va réinspecter spécifiquement ce type d'équipement et réaliser des actions correctives de remplacement pour le cas des câbles. Mais c'est aussi en cours de développement pour tout ce qui est oléohydraulique, et donc avoir accès à des analyses d'huile et avoir accès à des petits marchés, des petits supports pour remettre à jour certains équipements, puisque par exemple au niveau de l'oléohydraulique, tout ce qui est filtration est extrêmement important. Les nouveaux équipements sont beaucoup plus sensibles que les précédents, et donc ça nécessite de revoir toutes les techniques et d'améliorer encore la maintenance préventive sur ces ouvrages. Maintenant, il faut être bien conscient qu'on travaille avec différents enjeux et différentes contraintes. Il y a d'abord tous les enjeux techniques, puisqu'on va avoir un parc qui est extrêmement étalé sur le territoire, qui est aussi extrêmement diversifié. Et donc, il y a une complexité, organisationnelle pour pouvoir continuer la gestion de ces actifs. Et on a aussi une technicité qui a fortement augmenté au cours des dernières années. Et donc, il y a une importance de continuer à se former et d'avoir ces accès à ces marchés sous-traités pour pouvoir maintenir ces ouvrages. Il faut aussi se rendre compte que les ouvrages, ils sont quand même dans des environnements particuliers, et donc parfois même détecter un souci quand il est immergé, ce n'est pas évident, et donc on est quand même lié à cette contrainte physique de nos ouvrages, et comme évoqué précédemment, ces ouvrages commencent à être vieillissants, et donc il y a une maintenance qui doit être accrue sur ces équipements pour pouvoir mieux anticiper les défaillances, puisqu'avant, un mode dégradé permettait une certaine continuité de service, mais maintenant les dégradations deviennent telles qu'il y a nécessairement une coupure de service quand les dégradations deviennent importantes. Et puis il y a un autre souci technique qu'on a parfois, c'est la prise en compte de la maintenabilité qui n'a pas toujours eu lieu dès le départ, et donc ça peut engendrer des surcoûts ou des problèmes de maintenance ensuite dans la durée des ouvrages. Ça c'est pour le niveau technique. Puis au niveau humain et ressources, on va aussi avoir des soucis, puisque la maintenance, on a aussi des contraintes, puisque la maintenance reste sur un budget relativement faible, même s'il a légèrement évolué cette année. Et donc, on doit travailler avec des contraintes humaines et budgétaires qui sont ce qu'elles sont. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument réussir à optimiser ces moyens et les utiliser au mieux dans la réalisation des actions de maintenance. Merci beaucoup. Une fois que la stratégie globale est déterminée, comment est-ce qu'on la décline dans une planification concrète? Dominique, c'est à vous que je rends la parole. Merci. Oui, donc effectivement, on a expliqué des planifications dans le schéma stratégique. On a aussi de plus en plus des logiques d'itinéraires transrégionaux, transfrontaliers. Donc on a déjà parlé du projet de Senesco. Donc on vient avec une définition de niveau de service dans toutes les dimensions, hein. Donc le tirant d'eau, le tirant d'air, le gabarit des écluses. Donc l'image du réseau en devenir, elle est bien définie. Et par contre, il faut définir, et c'est ça l'objet de la question, les transitions nécessaires pour mettre progressivement, avec les différents travaux, atteindre le résultat attendu.
Et donc là, les contraintes sont fortes. Il y a évidemment les contraintes budgétaires, donc des respects de planification respectés. Il y a aussi des aspects de gestion de ressources humaines. Donc on ne peut évidemment pas concentrer tous les travaux dans la même région sur les mêmes équipes. Et puis il y a une logique de stratégie d'intervention pour être le plus efficient possible. Hein, ce mot qui est à la mode. Donc on va parfois chercher à travailler sur plusieurs ouvrages similaires en parallèle. Donc ça permet des gains de ressources, mais ça permet aussi des gains en exploitation par une standardisation plus poussée. Alors si on regarde les dernières années, on a par exemple rénové les 3 écluses du canal Charleroi-Bruxelles de manière tout à fait identique. On a des portiques conçus de la même manière, on a des équipements électriques conçus de la même manière. Donc c'est moins cher à l'exécution et beaucoup plus facilement maintenable. Donc là on est sur un des objectifs qu'Anne Pascal citait. Alors, une fois que ces choix... Oui, alors une autre alternative, c'est de ne pas rénover des ouvrages en profondeur dans leur totalité, mais c'est de travailler par couche de type d'équipement. Donc, on va plutôt travailler comme ça quand on va mettre à niveau des automatismes, des équipements de caméras dont on parlait tout à l'heure. Là, on va choisir une voie et appliquer sur la même voie tous les mêmes principes. Donc, de nouveau, une efficience en termes de coût et une efficience en termes de maintenance. Une fois que ces choix sont posés, se pose la question de comment on s'y prend sur un ouvrage. Notre objectif, évidemment, c'est d'avoir la meilleure qualité de travaux pour tenir le plus longtemps possible. Là, on est dans la conception, mais aussi dans des modes d'intervention qui vont être le moins pénalisant possible pour les exploitants. Donc, en particulier les arrêts de navigation, on va chercher des moyens d'intervention pour parfois avoir plusieurs plages d'arrêt au lieu d'une longue plage, et essayer d'obtenir la plus grande souplesse possible. Donc en vue de permettre un dialogue avec les utilisateurs et essayer de pouvoir coller cette période d'interruption de manière la plus compatible possible avec les besoins des utilisateurs. Donc ça, c'est la stratégie qu'on retient. Et juste un exemple pour fixer les idées, on est confronté, et c'est toujours la même question, et notre directeur général l'a présenté aussi, par rapport au chômage de la Meuse. Est-ce qu'il faut bloquer un réseau plus ou moins dans sa totalité, ou est-ce qu'il faut séquencer les travaux et les isoler pour maintenir les ouvrages accessibles, parfois avec des déviations importantes? Donc ça, c'est vraiment le dilemme habituel. Mais donc on sait bien notre préoccupation de concevoir les choses pour répondre à vos attentes. Merci. Donc on a évoqué l'organisation des chantiers wallons dans leur ensemble. Mais comment est-ce qu'on intègre les usagers dans cette programmation, et je dirais même au-delà, les gestionnaires de réseaux voisins? Christophe, on ne vous a pas encore beaucoup entendu. Donc effectivement, il y a une grosse réflexion en cours chez nous par rapport à la communication concernant les chantiers. Donc vous l'avez compris, il y a des projets qui vont se mettre en place, qui se sont déjà mis en place. Il va y avoir un impact sur votre logistique fluviale. Et nous sommes bien conscients en fait de l'importance de pouvoir communiquer ces arrêts de navigation, ces perturbations de navigation longtemps à l'avance, de façon à ce que vous puissiez vous adapter et faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible au niveau de votre activité. Alors, ce qu'on fait nous ici au niveau du SPW, c'est de travailler sur l'information, sur la communication. Donc là, on a déjà fait pas mal de travail sur la structuration, la remontée d'informations. Si vous recevez des avis à la batellerie, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Mais on est bien conscient aussi qu'il y a peut-être trop d'informations. Et donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de passer la vitesse suivante de façon à vraiment pouvoir vous aider à vous y retrouver dans cette forêt d'informations, puisqu'il n'y a pas seulement le réseau wallon, il y a également le réseau flamand, hollandais, français qui publie des avis à la batellerie, beaucoup d'informations qui circulent à ce niveau-là. Et donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler sur l'intégration du réseau wallon dans des plateformes qui existent déjà. Vous connaissez sans doute la plateforme Visuris qui a été développée par nos collègues flamands de Vlaamse Waterweg. Donc l'objectif à court terme, c'est de pouvoir s'intégrer au niveau information, au niveau des avis à la batterie, mais pas seulement. Toutes les informations en lien avec l'exploitation, les horaires d'ouverture et j'en passe, devront s'y retrouver. Donc ça vous permettra d'avoir une plateforme nationale où vous retrouverez l'ensemble de l'information en matière de transport fluvial. Même chose avec un projet européen qui s'appelle eurisportal.eu. Donc ça, c'est vraiment
comment dire, l'exposant européen de la plateforme Visuris.be, mais qui va petit à petit évoluer vers la seule plateforme d'information qui permettra vraiment d'avoir la vue d'ensemble sur l'ensemble du réseau navigable intérieur européen et de faire par exemple des calculs d'itinéraires depuis Bratislava jusqu'au le port d'Anvers, en passant par la Wallonie éventuellement, avec des itinéraires alternatifs qui vous sont proposés en fonction des avis à la batellerie. Donc ça, c'est vraiment les points sur lesquels on va travailler pour vous permettre finalement d'aller à l'information. Ce qu'on veut aussi développer, ça c'est un autre pendant, c'est plutôt la partie plutôt proactive au niveau du SPW et qui pour moi n'est pas encore suffisamment développée, mais c'est tout l'aspect implication des acteurs du fluvial dans la réflexion en amont de cette planification de chantier. Donc, on l'a déjà fait à 2 ou 3 reprises, par exemple pour l'écluse d'Auvelais, on a pris le temps de consulter les entreprises du bassin de la Sambre entre Namur et Charleroi pour voir quelle était la planification la plus pertinente par rapport à leurs activités, en sachant que voilà, on a des contraintes également en termes de marché public. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers la meilleure planification, la moins impactante pour vous et qui permet d'atteindre l'objectif par rapport au chantier visé. On vient de le faire pour le futur chantier qui est prévu à l'écluse de Grand Malade. Vous savez qu'on doit retravailler au niveau de la porte amont qui est actuellement défectueuse. Eh bien, nous avons contacté toute une série d'entreprises du bassin de la Sambre, mais également de la Meuse namuroise pour voir, quel serait le scénario le plus intéressant pour vous. Et on a eu des retours qui nous permettent maintenant de pouvoir avancer, de poursuivre la réflexion pour arrêter à un moment donné ce fameux planning et pouvoir revenir vers vous en disant voilà, on a décidé de le faire à ce moment-là, tenant compte de vos retours, c'était la période la plus pertinente. Donc ça, c'est vraiment c'est super important. Et alors l'exercice, et là Dominique l'a évoqué tout à l'heure au niveau de la concertation avec les partenaires voisins, le port de Bruxelles, de Vlaamse-Waterweg, les voies navigables de France, de Rijkswaterstaat. Donc là, c'est super important et ça, on ne le fait pas suffisamment. Là, il y a le problème de la langue qui joue parfois, donc ça, c'est pas toujours évident, mais on essaye de le faire depuis plusieurs années. C'est s'échanger des informations par rapport aux chantiers qui sont prévus de part et d'autre, de façon à organiser au mieux ces chantiers et éviter d'avoir des fermetures successives qui se présentent, par exemple, comme on l'a déjà eu sur le canal Charleroi-Bruxelles. On ferme à l'écluse de Ytre ou à Ronquière pendant quelques semaines, et puis quelques semaines plus tard, vous avez les collègues flamands qui font la même chose à Lembeek. Et là, on a raté quelque chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler pour éviter ce genre de scénario, en sachant que tout n'est pas toujours possible, mais on fera pour un mieux. Et il y a des chantiers qui durent parfois longtemps, parfois qui sont plus complexes ou qui prennent du retard. Comment est-ce qu'on tient à informer les usagers de ces aléas de chantier ? Alors, je pense qu'au niveau de la slide, il va y avoir un petit couac. Oui, ça c'est peut-être un élément que je devais rajouter avant de répondre à ta question, Marie. Pas de problème. Juste signaler simplement un exercice qu'on fait maintenant avec la permanence des voies hydrauliques. On essaye de rassembler en fait les informations et de vous simplifier la vie en mettant en évidence les principaux arrêts de navigation. Donc, on propose depuis quelques mois une carte mensuelle qui reprend l'ensemble des arrêts de navigation de plus de 4 heures qu'on considère nous comme étant des arrêts de navigation impactants. On ne va pas s'amuser à reprendre tous les petits arrêts d'une demi-heure, de 3 heures, etc., etc. On les reproduit sur une carte et on ne le fait pas seulement pour le réseau wallon, on le fait également pour l'ensemble des voies navigables du nord de l'Europe finalement avec la France, les Pays-Bas, la Flandre. Les Pays-Bas, on a fait une sélection parce que là, il y a un peu trop d'informations, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer à quels endroits il va y avoir un souci dans les prochaines semaines. Et l'exercice qu'on a fait, si vous allez sur le lien ou le QR code qui est présenté à l'écran, pour le moment, on a une carte pour le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. Et l'idée, c'est de pouvoir aller encore plus loin dans le timing. Alors, pour la question suivante, donc là, on est vraiment dans la planification des chantiers. Maintenant, je vais parler plutôt de la gestion de crise. Finalement, quand on est pris au dépourvu, comme on l'a été à l'écluse d'Andenzey l'année dernière, on a déjà une première solution qui est disponible pour vous. C'est au niveau de la permanence des voies hydrauliques. Si on peut revenir en arrière, c'était le slide juste avant.
au niveau de la régie, c'est pas grave. Donc, on a une permanence des voies hydrauliques qui a été mise en place depuis quelques années maintenant. On a mis le focus d'abord sur les processus internes parce que cette permanence, elle permet de prendre en charge les demandes d'intervention et des encodages dans la fameuse GMAO dont Anne-Pascale vous a parlé tout à l'heure. Donc, ça permet d'organiser les interventions sur le terrain le plus rapidement possible. Mais on a également donc un numéro de téléphone et une adresse email qui est mise à votre disposition pour poser vos questions, prendre vos renseignements. Et alors, dans le cadre des situations d'urgence, des imprévus, c'est la permanence des voies hydrauliques qui pourra également être le réceptacle des informations que nos collègues de terrain transmettent dans le cadre de la gestion de crise, et puis on peut les répercuter, soit au travers des avis à la batellerie, soit par mail, soit par téléphone, si vous prenez la peine de nous contacter. Donc on fera en sorte d'avoir toujours l'information la plus à jour possible par rapport à la situation d'urgence. Et alors un autre exemple de ce qu'on fait également, ou de ce qu'on voudrait faire en tout cas, par rapport à la situation qu'on a connue à Andenzey, et qui pour moi est vraiment un exemple intéressant pour les autres situations d'urgence qui se présenteront un jour, et j'espère qu'il n'y en aura pas entre nous, mais voilà, il faut toujours être prêt en tout cas à réagir au quart de tour si c'est le cas. Là, on a mis en place un live blog qui a permis de suivre vraiment pas à pas, au jour le jour, la situation en Andenzey, sachant que c'était donc un problème qu'on n'avait pas spécialement prévu de notre côté, qu'il fallait lancer un marché en urgence et qu'on avait une certaine incertitude par rapport au délai de remise en état de la porte qui faisait défaut. Et donc, même si le marché public vous donne une certaine date, il y a toujours des surprises en cours de route, puisque vous êtes dans l'urgence, vous n'avez pas nécessairement tout prévu. Et donc, pour pouvoir rester au courant de la manière dont les perspectives évoluent en fonction du chantier, c'est ce fameux live blog qui a été mis en place avec des photos, des informations, des vidéos, pour vraiment rester au plus près de l'information. Eh bien, ceci clôt notre première partie du panel, donc sur les projets d'infrastructure. Dans la deuxième partie, nous allons aborder les améliorations récentes mises en place par le SPW Mobilité et Infrastructure, celles qui ont déjà produit des effets sur l'utilisation des voies navigables. Et Christophe, c'est déjà vers vous que je reviens et que j'adresse ma première question. En matière d'exploitation, quelles sont les améliorations récentes et à venir sur les voies navigables wallonnes ? Voilà, alors on a déjà eu pas mal de projets qui ont été évoqués dans les différentes interventions. Donc l'idée ici, c'est vraiment de faire la synthèse des principales évolutions qui viennent de se produire ou qui vont se produire dans les prochaines semaines. Donc là, on a déjà parlé de l'évolution au niveau du canal Nimy-Blaton-Péronne et du canal du centre à grand gabarit avec la construction de la nouvelle écluse à Aubourg, les travaux de rectification des courbes sur le canal Nimy-Blaton-Péronne qui vont permettre de faire évoluer la longueur admise sur la portion comprise entre, d'une part, Aubourg et la frontière française à Andy. Vous allez avoir la possibilité de mettre des bateaux de 144 mètres de long. C'est une évolution assez conséquente par rapport à ce qui est admis aujourd'hui, puisqu'on admet des bateaux de 86 mètres de long. Donc là, on fait presque x2, même plus. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera en place à la fin de l'année prochaine. Et donc, dans la foulée, forcément, comme les ouvrages de Havre, l'ascenseur de Strépitieux sont déjà capables d'admettre des bateaux de 110 mètres de long, on pourra naviguer de Andy à la jonction avec le canal Charleroi-Bruxelles à Senef avec des bateaux de classe 5A, donc des bateaux de 110 mètres, 2000 tonnes, sans problème. Donc ça, c'est la première évolution. Deuxième évolution, ça c'est plutôt une évolution sur la Meuse moyenne. Donc voilà, entre Namur et Huy, pour faire assez simple, donc plus précisément à partir du viaduc de B, vous avez un tirant d'eau maintenant qui est fixé à 3,40 mètres. Auparavant, c'était 3 mètres, donc ça permet de charger davantage. Et vous pouvez le faire jusque Liège finalement, puisque la partie liégeoise était déjà avec un tirant d'eau de 3,40 mètres. Donc là, on est assez cohérent en termes de possibilités de chargement jusqu'au viaduc de B. Troisième évolution, c'est l'évolution au niveau des horaires de manœuvre. Donc, on en a déjà parlé dans la petite vidéo tout à l'heure. Donc, il y avait déjà eu une première évolution au niveau de la Sambre entre Charleroi et Namur avec une extension 622 au niveau des écluses grand gabarit. On vient de faire la même chose à l'écluse d'Ytre, ce qui permet, avec le plan incliné de Ronquière qui était déjà en 622, de vous proposer un 622 sur toute la partie entre Senef et la frontière avec la Flandre. Et de nouveau, on s'inscrit dans la cohérence avec l'horaire qui se pratique déjà côté flamand et bruxellois.
Et alors la dernière évolution, on en a parlé également, donc ça c'est le relèvement des ponts au niveau du canal Albert en région liégeoise. Donc là on travaille sur une augmentation du tirant d'air qui permettra de charger 4 couches de conteneurs standards à l'horizon 2028-2027, donc c'est 2028. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vraiment apporter quelque chose une plus-value par rapport à ce qui se fait actuellement. Et je pense qu'on a terminé au niveau des évolutions vraiment très court terme, hein. Si je puis dire, forcément, tout ça, ce sont des étapes intermédiaires vers d'autres évolutions qui vont venir par la suite. Alors, il semblerait aussi que la concertation avec les pays limitrophes est un élément essentiel pour anticiper les impacts. Dominique, est-ce qu'il y a une évolution annoncée de ce côté-là qui serait susceptible d'avoir un impact chez nous? Oui, donc c'est une synthèse des améliorations. Donc notre réseau, petit à petit, au gré des améliorations, a le gabarit pour être connecté avec l'ensemble du projet Seine-Escaut. Alors tout à l'heure, M. Flamand vous a présenté les détails du projet français en se concentrant sur la zone des 107 km du nouveau canal à construire. Et pendant un certain temps, il y a eu des doutes par rapport à la réalisation de ce canal et la capacité de financement. Tous ces doutes sont aujourd'hui complètement dissipés et on est certain que l'infrastructure se fera. Donc ce message-là est très important pour le territoire régional et nos activités, parce que ça veut dire que l'ensemble de notre réseau est connecté donc, dès à présent au bon gabarit pour en fait capter tout ce trafic et toute l'activité qui y est liée. Donc on a en Wallonie, c'est quand même assez bien connu, une réserve foncière importante. On a des infrastructures portuaires existantes et à développer qui pourront ancrer durablement une activité économique. Donc ce message est vraiment essentiel. Alors sur la carte, vous voyez toute une zone en bleu foncé qui est la zone qui est connectée au bon gabarit. Il reste en fait 2 sous-ensembles avec une ellipse rouge en trait discontinu. Donc ces éléments-là sont actuellement les goulets qui continuent en fait à exister sur notre réseau et qui empêchent l'accès plein au trafic. Alors l'axe vers le nord, donc Bruxelles et Anvers, lui restera comme ça. Donc il n'y aura pas d'adaptation de gabarit parce que simplement c'est impayable. Il faudrait transformer énormément le plan incliné de Ronquière. Et donc les études socio-économiques montrent que ça n'a pas de sens. Par contre, l'ouverture de ce réseau, donc, qui est largement accessible à l'ouest vers l'est, et donc vers la Meuse, qui elle est à 9000 tonnes, elle est prévue, faisable, elle fait l'objet de permis qui ont été obtenus, et la seule difficulté restante, c'est le financement, et la Wallonie devrait normalement déposer un dossier par rapport au mécanisme d'interconnexion pour l'Europe dès que l'appel sera ouvert. Donc le message ici, c'est de se dire qu'à l'échelle de l'horizon 2032, quelque chose comme ça, on devrait avoir une interconnexion complète. Alors si on prend la carte et la pastille bleue, vous voyez que le rayonnement potentiel des activités est énorme parce qu'on a toute la région parisienne, mais on a aussi la connexion de la Seine vers le Havre, on a la liaison du Dunkerquois, donc on a vraiment une activité économique à aller capter. Et les travaux sur le réseau nous permettront de ne pas être isolés de ce changement structurel des modes de transport. Merci. Parlons désormais maintenance. Anne-Pascale, quelles avancées ont été réalisées et quels sont les bénéfices attendus? On évoque notamment la gestion de maintenance assistée par ordinateur, la fameuse GMAO. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, donc comme on travaille dans un contexte assez contraint, on a fait une grosse réflexion au niveau de la donnée dont on disposait et on s'est rendu compte que cette donnée, elle était souvent connue de manière partielle ou en tout cas de manière très localisée. Et donc on fait un gros travail pour l'instant à partir de cet outil qu'est la GMAO. Donc cet outil, il va permettre d'avoir accès à une base de données complète de la vie de nos ouvrages et de la description de nos ouvrages. Et donc, c'est en fait comme un peu un carnet de famille de tout ce qu'on a à entretenir. On va avoir l'ensemble des ouvrages, des équipements qui les contiennent. Et on est vraiment en train de développer cette base de données pour l'instant. Et elle va aussi permettre, on va aussi travailler sur tout ce qui est plutôt le carnet de santé. Donc, il y avait déjà toute la maintenance qui était référencée dans cette base pour une partie des équipements. Mais on est de nouveau en train de l'étendre sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des équipements des ouvrages, pour avoir
vraiment une vision de l'état de santé de ces ouvrages. Et donc, on reprend aussi tout ce qui est lié à l'inspection qui commence à montrer ses premiers résultats, puisque au niveau de la maintenance, on va avoir un impact en fonction de l'âge et de l'état des ouvrages. Les stratégies de maintenance vont devoir évoluer. Et donc, sur base de ces deux carnets, de cette base de données beaucoup plus complète et beaucoup plus centralisée, on va pouvoir avoir une amélioration de notre stratégie de maintenance. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on travaille d'une part sur la quantité de données, puisque comme je vous le disais, beaucoup de données étaient encore conservées en local. Donc là, maintenant, on est en train d'uniformiser les procédures et de récolter les données sur l'ensemble des équipements et des équipes, et auprès de l'ensemble des équipes qui travaillent sur les ouvrages. Et on va avoir ainsi une meilleure centralisation de ces données et une meilleure vision de nos ouvrages. Et en parallèle à ça, on travaille sur la qualité de données, puisque chacun travaillait un peu sur une base de données propre. Et donc, il y a l'élaboration de procédures, un gros nettoyage de cette base de données qui est en train d'être fait pour vraiment avoir des données pertinentes et de qualité qui vont permettre d'élaborer des indicateurs sur la fiabilité et la disponibilité des ouvrages. Avoir aussi... on procède aussi à un meilleur contrôle et une analyse de ces données, ce qui n'était pas toujours le cas, puisqu'on n'avait pas nécessairement le temps ou les équipes pour pouvoir le faire. Et donc, avoir vraiment des données nettement plus pertinentes à analyser. Et donc, on ne fait pas ce travail pour rien. Donc, il y a un gros objectif qui est vraiment d'améliorer la fiabilité des ouvrages. On peut passer peut-être au slide suivant. Donc, d'améliorer vraiment la fiabilité des ouvrages et d'avoir des indicateurs pour faire les choix stratégiques au niveau des investissements et aussi au niveau des choix des équipements mis. Puisque si on a un meilleur retour des défauts et des pannes qui ont lieu sur nos ouvrages, on va pouvoir aussi identifier des équipements spécifiques qui sont défaillants. C'est ce qu'on est en train de remarquer, par exemple, pour certains types d'équipements, et éviter de les remettre à l'avenir sur les ouvrages et de ne pas toujours travailler sur ce qui est existant était fonctionnel. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, vraiment d'avoir ce retour et cette base de données beaucoup plus large pour pouvoir faire des choix plus pertinents à ce niveau-là. Et aussi, ce qu'on espère, c'est pouvoir avoir évidemment une gestion plus homogène du réseau, puisque l'ensemble des données seront réunies dans une seule base. Et donc, on va pouvoir comparer ces plans de maintenance, voir ce qui ne marche pas, et les uniformiser sur l'ensemble du territoire. Évidemment, c'est un processus de changement donc, qui est très lent et qui nécessite un accompagnement au changement des équipes. Et donc, les retours ne sont pas encore tout à fait visibles. Et ça va aussi demander une mobilisation des ressources. Donc, le petit graphique, ce qui montre, c'est que normalement, pour avoir une maintenance optimisée, il y a 4 pôles. Il y a tout ce qui est analyse de données qui n'existe pas ou très faiblement pour l'instant chez nous. Il y a tout ce qui est planification de l'intervention, donc au niveau du timing, au niveau de la préparation des équipements, la gestion de l'équipe. Et ces deux rôles, pour l'instant, sont souvent fort confondus. Et donc, ça peut aussi avoir des impacts sur la qualité de la maintenance. Et puis, la réalisation de la maintenance, qui doit être effectuée par les agents de terrain ou par les agents sous-traités, mais qui doivent donc être accompagnés correctement et qui doivent nous faire un retour pertinent. Et si ces données de retour ne sont pas analysées et puis après utilisées pour varier la stratégie, évidemment, cette qualité de retour, elle va aussi diminuer. Et donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus pour essayer de mettre de la valeur à ce retour terrain et ce retour des inspections et pouvoir après optimiser tout le processus de maintenance. Merci Anne-Pascale. Abordons désormais un autre levier des conditions de navigation, les études nautiques. Catherine, en quoi ça peut représenter une évolution positive dans le futur, tant à l'échelle du réseau que sur certains tronçons spécifiques, L'objectif des études nautiques, finalement, c'est d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Et donc, ça peut concerner des projets, des aides au dimensionnement en fait, d'ouvrages d'art adaptés à la navigation, mais c'est aussi une aide en termes de conditions d'exploitation. Donc, finalement, les règles de navigation qui sont présentes dans les règlements particuliers, on cherche à les valider, à les optimiser au travers de ces études. Donc ça, c'est les objectifs. Maintenant, comment ça se passe une étude nautique? Ça peut être une étude sur plan. Donc là, on compare finalement les dimensions géométriques de la voie d'eau ou de l'ouvrage par rapport à des normes ou des recommandations internationales. Et puis, ça permet d'identifier les zones, les endroits critiques. Et puis, en deuxième lieu, peuvent venir des études vraiment sur simulateur à bateau.
Donc là, vous êtes un peu dans un poste de commande où les fenêtres sont remplacées par des écrans, mais sinon tout le reste, c'est à peu près identique. Et en fait, derrière ces écrans, il y a vraiment un modèle mathématique qui va décrire la physique des écoulements, les interactions de l'écoulement avec le bateau, les interactions entre bateaux, les interactions avec les berges. Donc on va vraiment représenter quelque chose de très réaliste, mais ça va permettre au capitaine qui est sur ce simulateur de tester des situations un peu extrêmes. Donc après, grâce à l'expertise nautique, un expert qui va vraiment analyser les résultats, on peut tirer vraiment des conclusions très intéressantes. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ce qui a été fait récemment. On a notamment validé les conditions d'exploitation pour la traversée de Liège. Et donc, il faut savoir qu'à Liège, il y a vraiment un enchaînement de courbes contre courbes et de ponts avec des piles de ponts qui sont présentes sur la voie d'eau. Et donc, on a voulu vérifier les seuils de navigabilité en période de crue. Et les études nautiques ont vraiment confirmé ce qui est écrit actuellement dans les règlements particuliers sur ces seuils de débit qui varient suivant la dimension du convoi. Et vraiment, si on dépasse ces débits, on a vu qu'on avait vraiment un gros risque de dérive. Bon, là, c'est un exemple en avalant, dérive vers le pont Léonard. Donc voilà, des tas de situations ont été testées, différentes tailles de bateaux, différents débits. Les bateaux pouvaient être chargés, vides, avec donc deux couches de containers, voilà, différents sens. Et donc on a un peu testé tout ça et on a validé ces conditions de navigation. Un autre exemple, c'est le bassin de virement d'Auvelais qu'on a déjà cité, donc qui est prévu d'être agrandi finalement pour permettre le virement de bateaux de 110 mètres de long. Et donc là, il y avait différentes géométries possibles. Et les études nautiques ont notamment testé la situation qu'on appelle bassin ouvert. Donc ça veut dire qu'on supprimerait le môle de séparation entre la zone de virement et la sambre elle-même. Et puis une autre géométrie où là on maintenait le môle existant, mais on étendait finalement le bassin de virement dans les terres avec expropriation. Là, les études nautiques ont montré un résultat très clair que c'était la situation bassin ouvert qui était la plus fluide, la plus sécurisée. Ça nous convient parce que ce sera sans doute aussi la moins chère. Mais donc voilà, ça a vraiment été un résultat clair et net. Et donc ça a permis aussi de faire des recommandations en termes de nécessité du propulseur d'étrave sur le bateau, en termes de signalisation. Un troisième et dernier exemple, je reviens sur le secteur Nimy-Pomerol du canal Nimy-Blaton-Péronne dont on vous a déjà pas mal parlé. On a refait des études dans la géométrie après les travaux d'élargissement qui sont en cours. Et donc, on a voulu vraiment valider la possibilité de passer avec des bateaux de 144 mètres de long, qui étaient peut-être plus longs que ce qu'on avait prévu initialement, et 11 mètres 50 de large. Donc, études sur plan, et puis on a identifié les zones critiques. On a pu faire des études sur simulateur, et donc vraiment identifier toutes les zones de croisement, les zones où on peut amarrer des bateaux, les zones où il faudra une restriction de vitesse. Donc tout ça est prêt pour après adapter notre signalisation et les règlements particuliers une fois que les travaux seront clôturés. Et toujours dans le même thème, sur ce même tronçon, on a même fait une analyse un peu prospective. Donc ça, c'est pas pour un avenir immédiat, mais on s'est posé la question de savoir comment permettre à terme d'augmenter le tirant d'eau sur ce tronçon. On sait que si on veut approfondir, donc jusqu'ici c'est 2,50 m d'enfoncement qui sont autorisés et ils seront autorisés dans un avenir proche, mais si on voulait passer à 3 mètres d'enfoncement, on s'est rendu compte que si on voulait approfondir, le coût serait démentiel et inacceptable. Par contre, on pourrait augmenter le niveau de flottaison normale d'1 mètre, donc augmenter finalement le tirant d'eau à 3 mètres en relevant quelques ponts et en relevant quelques quais. Bon, voilà. Alors il faut encore valider tout ça socio-économiquement. Je ne vous promets pas que ce sera fait, mais on a juste testé que techniquement, au niveau nautique, c'était faisable. Donc c'est une hypothèse pour un futur plus ou moins lointain. Voilà. Merci Catherine. Toujours dans une logique d'amélioration continue, on le sait et on l'a évoqué à plusieurs reprises, le SPW Mobilité et Infrastructure essaie de prendre en compte les besoins des utilisateurs. Dominique, au-delà des pistes qu'on a déjà évoquées ensemble, est-ce qu'il existe des espaces et des temps d'échange organisés de manière durable pour nourrir ce dialogue ? Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs stades de concertation qui existent. Alors, elle est souhaitable parce que finalement, elle ne coûte rien à part un petit peu de temps et elle peut produire de gros effets. Alors qu'on voit, on a parlé d'investissements à plusieurs centaines de millions. Donc là, ici, c'est juste se parler, c'est trouver les bonnes solutions. Donc,
c'est très important. Alors le premier organe qui existe, il est formel, c'est la CCNI. Alors moi je ne suis pas très adepte des acronymes, hein, donc c'est la Commission consultative de la navigation intérieure, si je ne me trompe pas. Donc elle est présidée par un représentant du cabinet du ministre, elle a lieu régulièrement, et donc c'est un endroit d'échange, de présentation des dossiers, de recueil des avis, avec des points qui sont plutôt des points de suivi, mais aussi régulièrement des points d'information. Donc de notre côté, on met un point d'honneur à présenter les nouveaux projets. Donc la dernière fois, on a par exemple présenté les études pour le dédoublement des écluses de Quin et Erin, de manière en fait à faire les bonnes choses et à recueillir le plus en amont possible les remarques. Donc cet organe-là, il est structurel. Alors il y en a un deuxième qui est informel, mais néanmoins qui est organisé de manière régulière. Il est assez nouveau. Et c'est une table ronde de la DRCVH, donc de nouveau, hein, qui est une langue de barbare. Donc si je ne me trompe pas, c'est la direction de la réglementation et du contrôle des voies hydrauliques. Je vois dans les yeux que ça a l'air d'être juste. Et donc là, c'est l'équipe de Madame Piron, hein, pour ceux qui la connaissent. Et donc régulièrement, c'est informer, échanger sur des sujets qui sont liés à la qualification professionnelle, liés à l'évolution des règlements, aux besoins d'évolution des règlements. Donc cette table ronde, elle existe maintenant et elle est fonctionnelle. Donc ça, c'est une avancée en matière de concertation. Et puis Christophe en a parlé, moi aussi je l'ai évoqué. Donc de plus en plus, par rapport à certaines situations sur le terrain, soit en amont, soit en termes d'organisation, on organise des concertations ad hoc. Et donc là, elles sont importantes parce qu'elles sont adaptées au projet et elles sont synchronisées sur un moyen. Donc notre directeur général, il était assez explicite par rapport à ses attentes en matière de concertation. Moi, j'avais prévu un message un peu plus soft. C'était de vous dire que nous, on s'investit dans cette concertation. Ben, il vous appartient finalement, si vous souhaitez la faire évoluer, de saisir vos représentants. Parce qu'ils sont là, mais ils sont mandatés par vous. Et donc les questions qu'ils nous soumettent, ce sont les questions que vous leur soumettrez. Donc je pense que là, il y a moyen aussi d'avancer. Une dernière question concernant cette deuxième partie, et c'est pour vous, Anne-Pascale. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis qui restent au SPW Mobilité Infrastructure, pour relever et garantir la navigabilité? Oui, donc comme déjà évoqué précédemment, on voit bien qu'avec l'évolution climatique, on se retrouve avec des périodes de stress hydrique qui sont parfois plus importants et que les apports en eau vont être beaucoup plus variables en intensité et en fréquence. Et donc, pour ça, il y a différents projets qui sont en cours afin de permettre d'évaluer et de quantifier les besoins à moyen et long terme. Et aussi, un autre projet, c'était pour permettre l'évolution des moyens de régulation. Donc, ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'il y a un grand réseau de mesures qui est en cours de développement et on est en train de faire évoluer les modes de gestion qui étaient souvent des modes de gestion locaux où chaque ouvrage était gestionnaire du niveau en amont de son bief amont, vers une gestion vraiment beaucoup plus globale et centralisée qui est pilotée par la direction de l'hydrologie, de la gestion hydrologique. Et donc, ce développement de ce modèle montre déjà des premiers effets, puisqu'on se rend compte que les dernières périodes d'étiage ont globalement été bien gérées et que l'accès à la navigation a été garanti en Wallonie. Et donc, pour permettre ce développement, il y a toute une partie du travail qui est liée à la télégestion des ouvrages de régulation. Donc, ce projet de télégestion téléconduite, on voit un peu la face uniquement sur les ouvrages qui sont maintenant conduits à distance, mais la majeure partie du travail est surtout réalisée pour ces ouvrages de régulation. Donc, l'ensemble des barrages, stations de pompage et évacuateurs de crues, qui, grâce au rapatriement des données et l'analyse de ces données et puis l'envoi de consignes, permet de faire vraiment une régulation des niveaux d'eau de manière homogène et sur l'ensemble du réseau. Et donc, coupler ça avec un modèle météorologique, ça va permettre vraiment d'avoir une gestion optimisée des niveaux pour permettre la navigation. Merci encore à tous les quatre. Je vous propose en guise de troisième partie d'aborder les projets qui n'ont pas encore d'impact visible mais qui s'inscrivent dans une transition vers les besoins futurs, ceux qui apporteront à moyen ou long terme des solutions innovantes ou encore des avancées significatives dans l'utilisation des voies navigables. On va essayer de faire ça en quelques mots parce que je crois qu'on a presque dépassé le temps qui nous a été imparti. Donc Dominique, un petit mot là-dessus.
donc être innovant, c'est quelque chose vraiment d'indispensable parce qu'on a des attentes qui sont de plus en plus importantes, des moyens qui sont contraints. Donc il faut essayer de sortir un peu de la boîte, comme on dit, et essayer d'être innovant. Alors pour nous, être innovant, c'est aussi être ouvert vers l'extérieur. Et on le fait au travers d'une implication forte au sein de la IPCN. Donc la IPCN, à mon avis, vous la connaissez, hein, c'est une association internationale pour les infrastructures maritimes et fluviales. Et donc, c'est des gens qui travaillent sur le même sujet partout dans le monde, qui sont parfois en avance par rapport à nous, qui ont planché sur des choses. Et donc, c'est une porte ouverte, des raccourcis pour être plus efficace pour nous. Alors, on s'investit régulièrement, la IPCN ouvre des groupes de travail sur des sujets variés. Et donc, c'est Catherine qui va vous les présenter. Mais nous, on essaye de s'y impliquer pour permettre à nos propres champions, hein, nos experts, de dialoguer avec d'autres et aussi de bénéficier de travaux qui nous permettent d'avancer plus vite. Voilà, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais prendre quand même ma casquette de secrétaire de la commission INCOM, qui est donc la commission de la navigation intérieure au sein de cette association de la IPCN. Donc voilà, à l'échelle internationale, on a toute une série de réunions pour encadrer des groupes de travail. Et j'ai mis en vert ceux dans lesquels il y a notamment des collègues du SPOEMI qui sont impliqués. Mais donc est sortie l'année passée la Bible pour le dimensionnement des écluses. Donc sachez qu'elle existe, vraiment un recueil d'informations essentielles. Et va sortir dans quelques semaines des recommandations sur la gestion des bateaux logements, par exemple. Donc vous voyez qu'on passe un peu d'un extrême à l'autre. Les travaux en cours concernent les impacts du changement climatique sur nos infrastructures fluviales. Et on peut parler aussi de travaux de recherche sur la manière d'augmenter la capacité des écluses, que ce soit de manière structurelle, mais aussi en termes d'exploitation, d'amélioration de l'exploitation, sans forcément passer par du structurel. Donc voilà, c'est très très varié. Si vous avez des questions, venez m'en parler à la pause café, on va faire comme ça. Mais voilà, ça phosphore beaucoup à l'échelle internationale et on y participe activement. L'ouverture, c'est aussi de dialoguer avec nos collègues gestionnaires d'autres infrastructures. Alors chaque année, on organise un séminaire pour le compte de la IPCN Belgique, qu'on appelle le séminaire d'automne, hein, il se passe en novembre. Et donc on essaye d'avoir des témoignages, des retours d'expérience d'homologues finalement d'autres régions. Cette année-ci, donc le séminaire se passera en novembre et il aura pour thème la sécurité, la gestion des risques sur nos infrastructures, mais tout au long de leur cycle de vie. Et donc on va par exemple avoir le témoignage de nos collègues de la Société du Canal par rapport à la gestion du pont Canal qu'on a vu tout à l'heure et sa gestion de risque. Et donc c'est pour nous un moyen d'être ouvert, de nouveau, d'accéder à de l'expertise et d'être plus efficient. Donc c'est une dimension d'innovation. Merci à tous les deux. Christophe, un dernier petit mot ? Moi, je voudrais juste évoquer un projet en fait, qui n'est pas mené par le SPW. Pour une fois, on a beaucoup parlé des projets que nous menons, mais il y a également des projets que vous pouvez mettre en place. Et je voudrais évoquer un projet qui vient de démarrer au mois de mars, qui a été mis en place par une entreprise wallonne, Novandi pour ne pas la citer, donc, qui a mis en place donc, un projet de navigation déportée. Et donc ça, ce que le SPW a fait, c'est simplement mettre en place un cadre réglementaire qui vous permet en fait de faire des projets d'expérimentation. Et c'est ce que Novandi fait actuellement avec ce projet de navigation déportée. Donc là, j'ai envie de lancer un appel aussi à l'Assemblée ici pour dire, voilà, si vous avez des besoins, des envies d'expérimenter quelque chose, que ce soit pour la conduite des bateaux, mais pour autre chose, n'hésitez pas à venir vers nous pour en parler, pour qu'on puisse évaluer la possibilité de le faire. Évidemment, nous, on s'assurera de la sécurité, de faire en sorte que tout se passe bien par rapport aux autres usagers. Et vous aurez la possibilité alors de mener ce projet, de tester, comme le fait Novandi, par exemple, une nouvelle forme de navigation avec un capitaine déporté, un équipage réduit à bord. Et donc, ça permettra de valider cette formule pour éventuellement la déployer à plus grande échelle à l'avenir. Voilà, l'appel est lancé. Eh bien, un grand merci à nos 4 intervenants, 4 experts de ce panel. Un grand merci à vous pour votre attention. Vous avez entendu, il reste à votre disposition, n'hésitez pas. Pascal, on vous rend la parole.